Vous êtes de nouveau en direct au Forum Normandie pour la paix et nous sommes avec Marie, notre animatrice. Bonjour Morgane. Et avec Madame Nyagale Bagayoko, présidente de l'African Security Sector Network. C'est bien ça? Absolument. Alors vous faites partie de l'organisation panafricaine qui rassemble des spécialistes de la réforme des systèmes de sécurité. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, nous définir un peu votre rôle dans cette organisation? Donc l'organisation que je dirige a été fondée en 2003 avec pour objectif de favoriser un contrôle démocratique sur la gouvernance de la sécurité. Donc j'explique ce que l'on vise par ce biais-là. Il s'agit de soumettre les militaires, les policiers, les douaniers, les gardes forestiers à la supervision et au contrôle, par exemple des parlementaires ou des commissions nationales des droits de l'homme ou des cours des comptes, pour s'assurer que la façon dont ils exercent leur mission de protection des institutions de l'État et des populations se fait dans le respect des principes de transparence, de responsabilité et surtout de respect des principes de démocratie et des droits de l'homme. Alors vous nous parlez de sécurité et de respect, mais j'aimerais savoir, est-ce que la sécurité est conciliable avec la liberté qu'on définit plutôt comme quelque chose où on fait vraiment ce que l'on veut finalement? Alors moi, je ne dirais pas que la liberté, c'est ce que l'on veut. Nicolas Hulot l'a très bien défini pendant la conférence de ce matin. La liberté, ce sont justement les règles que l'on se fixe à soi-même. C'est-à-dire que la liberté commence là où s'arrête celle des autres, et elle consiste à savoir se comporter de manière à ce que la façon dont j'exerce ce droit qui est le mien ne se fait pas au détriment des autres. La sécurité, pour moi, c'est la même chose. Pour moi, c'est le premier des droits, le droit d'être protégé, de vivre à l'abri de la peur. C'est un droit absolument fondamental. Le droit et la possibilité pour des enfants de vivre dans un environnement sûr et libre, pour moi, est une pièce qui comporte deux faces qui sont indissociables l'une de l'autre. Mais comment pas dériver sur du contrôle quand on parle de la sécurité en elle-même? C'est quelque chose qui peut arriver. Alors ça dépend de quel type de contrôle on parle. Il est en effet essentiel que la façon dont la sécurité, qui est un bien public, est fournie, soit en effet l'objet de contrôle. Et il y a différents niveaux de contrôle. Il y a le niveau d'abord, bien sûr, exercé par les autorités exécutives, sous l'autorité desquelles interviennent les forces de défense et de sécurité. Il y a le niveau du contrôle parlementaire, on l'a très bien vu au moment, ne serait-ce qu'en France, de l'affaire Benalla, le rôle qui a été joué par le Parlement, aussi bien au niveau de l'Assemblée nationale que du Sénat. Il y a le contrôle exercé par les institutions de l'État de droit, d'où l'importance des commissions nationales des droits de l'homme, par exemple, pour s'assurer que, en effet, l'intervention ne se fait pas en violation des droits et des libertés. Il y a également le contrôle de la gouvernance, s'assurer que les fonds et les budgets votés en faveur des forces de défense et de sécurité sont gérés de manière transparente et conforme aux règles de la comptabilité publique. Qu'est-ce que vous faites, vous, au quotidien, justement, pour cette sauvegarde de la paix? Alors, c'est une excellente question. On agit de manière différente. Tout d'abord, dans le cadre de l'organisation que je dirige, on mène un certain nombre de travaux de recherche parce que la compréhension des environnements locaux dans lesquels s'ancre chaque système de sécurité nous paraît
absolument fondamentale. Donc la sécurité n'est pas fournie de la même manière dans un pays comme le Mali ou dans un pays comme le Sénégal ou dans un pays comme la Norvège ou dans un pays comme les États-Unis. Et c'est extrêmement important de comprendre ces spécificités. Donc on mène un grand nombre de travaux de recherche. On conduit également ce qu'on appelle des missions d'évaluation, le plus souvent avec d'autres organisations comme les Nations Unies, l'Union européenne ou des organisations sous-régionales africaines, qui consistent à se rendre à la demande des pays auprès des différentes institutions qui contribuent à la sécurité au niveau national afin d'évaluer quel est leur état du moment. Par exemple, combien de femmes sont membres, on va dire, de la gendarmerie. Est-ce qu'il y a à l'intérieur de chaque service de sécurité des inspections générales, soit des armées, soit de la police. Est-ce que le Parlement exerce bien les fonctions de contrôle qui sont les siennes. Donc voilà, on fait ce type de mission. On exerce aussi une mission de renforcement des capacités des différents acteurs, notamment des organisations de la société civile, dont on estime qu'elles doivent jouer au niveau national ou régional un rôle central dans la supervision et le contrôle public des forces de défense et de sécurité. Donc on essaie de leur apprendre ou d'apprendre d'elles-mêmes également à comprendre comment fonctionne ce système et surtout quel type de plaidoyer elles peuvent mener pour une gouvernance plus démocratique. Et enfin, il y a tout le travail de plaidoyer, en effet, aussi bien à travers les médias qu'en cadre d'entretiens bilatéraux, soit avec des diplomates, soit avec des organisations internationales, pour promouvoir cette approche démocratique des systèmes de sécurité. Et votre présence aujourd'hui est fondée sur quelle motivation? Est-ce que vous êtes là pour promouvoir ou juste pour échanger avec les gens? Pour les deux, je pense qu'il s'agit vraiment d'une interaction qui permet à la fois de défendre et de présenter l'approche de la promotion de la paix que j'essaie de promouvoir, mais également apprendre des autres. Et je trouve que le panel de ce matin était absolument passionnant. On ne l'a pas vu passer. Enfin, moi, personnellement, je ne l'ai absolument pas vu passer. Et ça prouve qu'on a vraiment beaucoup à apprendre, quelle que soit la génération, le genre, la position sociale ou la contribution qu'on apporte respectivement à la paix. Et de ce point de vue-là, ce forum est particulièrement réussi. Est-ce qu'en tant que femme, vous avez un rôle plus important peut-être à jouer ou vous sentez pas une pression mais supplémentaire pour vous faire entendre peut-être? Ou des Alors, difficultés à que vous titre rencontrez? personnel, je n'ai jamais eu aucune difficulté en tant que femme. Sincèrement, ça serait extrêmement malhonnête de ma part d'exploiter mon statut de femme pour dire oui, on ne m'a pas laissé la parole. Non, moi j'ai eu la chance de rencontrer des femmes et des hommes qui m'ont permis de progresser, d'avancer, qui m'ont fait confiance à différentes étapes de ma vie, aussi bien dans le cadre de mes études que dans celui de ma vie professionnelle. Et vraiment, je les en remercie et je pense que ce qui est extrêmement important, c'est d'être convaincu que l'on fait bien son travail et de bien le faire et de démontrer si ce n'est s'imposer, pour s'affirmer, pour pouvoir faire valoir ce qu'on a envie de dire, de démontrer ses compétences, de démontrer son expertise, de manière à être sollicitée, non pas en tant que femme, mais en tant que personne incontournable sur le sujet qu'il s'agit de promouvoir. Vous faites une sorte d'éloge du travail et demain vous allez avoir une conférence, il me semble, sur les raisons de la colère. J'aimerais avoir votre définition de la colère. Est-ce que c'est quelque chose à combattre ou alors il faut apprendre de la colère pour avancer? Alors la colère, tout dépend du mode d'expression qu'elle revêt. Si la colère s'exprime de manière non violente, ça peut
conduire à des processus d'expression, de revendication absolument nécessaires. Il s'agit d'entendre en effet ces expressions de mécontentement. Là où ça peut devenir plus problématique, c'est en effet lorsque ça débouche sur des débordements qui sont peu compatibles avec une cité, une vie civique apaisée. J'ai peut-être moi une dernière question, c'est quelles seraient selon vous les valeurs nécessaires au maintien de la paix? La colère ? Les valeurs en fait que vous défendriez pour le maintien de la paix. Les valeurs pour le maintien de la paix, la cohésion sociale me paraît absolument indispensable. Le dialogue intergénérationnel et intergenre, plus que la promotion des jeunes et des femmes, je pense que c'est extrêmement important de parvenir à dialoguer entre les sexes, de dialoguer entre les générations pour pouvoir échanger, s'enrichir mutuellement. Quelque chose qui me paraît essentiel et aussi la façon dont on se sent responsable vis-à-vis des autres générations. Il y a des exercices qu'on fait faire de coaching, et quand on me demande comment je dessine mon travail, ce que je fais en général, je dessine un bébé heureux parce que j'estime que c'est à ça que j'ai envie de contribuer. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage et votre espoir que vous insufflez. Merci à vous pour vos questions plus que pertinentes. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous et à tout de suite. RNJ pose ses valises au forum Normandie pour la paix. Écoutez-nous sur RNJ. Retrouvez-nous en direct du parc Michel Dornano, jeudi 1er et vendredi 2 octobre.